Moi, je voudrais étrangler un poulet devant vous. Le poulet de l'Union des droites. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a une conviction ancrée. On est arrivé à faire rentrer dans le cerveau reptilien des électeurs que la solution magique pour gagner, c'est l'Union des droites ou c'est les alliances de partis. Prenons les choses de manière objective. D'abord, dans un système présidentiel, les choses ne se font pas par les partis. Dans un système parlementaire, oui, ce sont des coalitions. Dans un système présidentiel, c'est d'abord un candidat. Si vous décidez de faire l'union, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un candidat des Républicains, un candidat de Reconquête, bon. Donc ça veut dire qu'on penserait que Marine Le Pen est la meilleure des candidates. Et puis, deuxièmement, il y a ce mythe qu'on peut additionner les électeurs, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si en additionnant Le Pen, Zemmour, vous arrivez à je ne sais pas combien, 50 et quelques, dans les faits, vous faites aussi des soustractions, parce que quand vous additionnez, il y en a qui disent « Ah oui, mais moi celui-là, j'en veux pas ». Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir Marc Hainaut. Vous êtes ancien député du Vaucluse, vous êtes président d'Oser la France. Vous étiez député jusqu'en juin 2022. Vous avez perdu votre siège au profit d'un député Renaissance, ancien du Parti Socialiste. C'est d'ailleurs la seule circonscription du Vaucluse qui ne soit pas passée dans les cercelles du Rassemblement National. Quelques mois après, avec un peu de recul, Julien Aubert, à quoi vous attribuez cette défaite, vous qui étiez quand même un député assez implanté dans le Vaucluse? Je crois qu'il n'y a pas forcément d'explication. C'est d'ailleurs quelque part l'une des interrogations, parce qu'on cherche toujours une explication. En réalité, je crois que les étiquettes de parti comptent plus que la personnalité. Et même si j'ai fait un score bien supérieur à la moyenne, je dirais, de l'étiquette LR dans le département et dans la région, vous avez quand même une vague NUP, une vague RN. Et il y avait quand même, un bloc de gauche un bloc En Marche qui était assez fort aussi, qui datait des anciennes législatives. Donc moi j'ai perdu 1000 voix entre 2017 et 2022, mais ça a suffi de me rétrograder de la 2e à la 4e place. Donc vous voyez, on joue ici sur des petits contenants. Une bonne partie des gens ne sont pas allés voter, ils étaient plutôt contents, mais ils disaient on ira voter au 2e tour. Votre échec, il est dû, c'est pas seulement le vôtre, c'est aussi celui de votre famille politique, puisque d'un des premiers groupes d'opposition, LR est passé à un groupe assez famélique, coincé entre la NUPES et le Rassemblement National. Finalement, comment vous voyez ce groupe LR à l'Assemblée qui louvoie un petit peu entre une opposition franche, certains au sein du groupe plaident pour un rapprochement, une alliance, pour ne pas un ralliement total au groupe Renaissance. Comment vous le voyez, ce groupe LR à l'Assemblée nationale? Non, en fait, les gens qui veulent se rallier à Emmanuel Macron se comptent sur les doigts d'une main. Comme d'habitude d'ailleurs, rappelez-vous, avant les législatives, on nous expliquait que 50 députés LR allaient rejoindre. À la fin, il y en avait 4, de quoi faire une belote, mais certainement pas une équipe de volley. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez 2, 3 individus. Le Figaro en a cité 5, mais vous en avez déjà 2 qui se sont dédits. Et évidemment qui attirent sur eux les doutes, les suspicions. En réalité, le problème des Républicains, c'est que il faut être une force d'opposition, sinon on n'existe pas. Et en même temps, lorsqu'arrive l'élection présidentielle, il faut être une force d'alternance, ce qui n'est pas exactement la même chose. L'opposition, bête et méchante, il suffit de dire non à tout, mais c'est pas pour autant que vous êtes une force d'alternance. Pour être une force d'alternance, il faut être crédible, il faut être capable de dégager du positif. L'opposition, souvent, vous dégagez du négatif, vous dégagez du niet. Oui, mais ça, cette alternance crédible, c'est pas un peu le rôle qu'essaie d'endosser le Rassemblement National, puisque on voit qu'ils n'ont pas dans l'opposition systématique, qui votent certains amendements de la majorité ou certains amendements de la NUPES lorsqu'ils leur paraissent bons et adéquats et en adéquation avec leur programme. Finalement, est-ce que le RN n'est pas en train de remplacer les Républicains, Julien Aubert? Le Rassemblement National essaye effectivement d'être cette opposition crédible. Marine Le Pen peut se le permettre parce qu'elle a un socle très important, une image tellement, je dirais, enracinée, qu'en réalité, on peut lui pardonner d'aller voter avec la NUP. C'est un peu la différence avec les Républicains. C'est-à-dire que nous, si on a le malheur de faire la moindre incartade, nos électeurs vont nous le reprocher en disant « mais voilà, vous n'êtes pas vraiment de droite ». Il y a comme une espèce de suspicion qu'on ne serait pas assez une opposition. Et Marine Le Pen se retrouve un peu dans la situation de Nicolas Sarkozy entre 2012 et 2017, qui pouvait
proposait des choses qui étaient à gauche de l'échiquier, mais où les électeurs ne lui en voulaient pas parce que son image était suffisamment ancrée. Attention quand même, c'est-à-dire que le socle, il dure, et puis un jour, si vous, je dirais, mécontentez trop fortement votre socle, l'élastique se rompt, et là vous vous retrouvez nulle part. Ce qui pourrait arriver à Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'à force d'abandonner le souverainisme, on se rappelle qu'elle a abandonné l'euro, elle a abandonné les références à la CEDH, à force, je dirais, d'insister surtout sur la dimension sociale et de ne pas parler des angoisses existentielles, le risque c'est qu'à un moment donné, les gens se disent mais finalement est-ce que le Rassemblement national c'est toujours une force de droite? On pourrait se poser la question. Sur le RN est-il de droite ou de gauche? Ça c'est un débat qui court depuis des années, Julien Aubert. On va parler de votre parti politique, on va parler des candidats surtout à l'élection de la présidence de ce parti politique, candidature à la présidence que vous aviez formulée vous il y a quelques mois auparavant. Éric Ciotti, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau. Vous aviez soutenu Éric Ciotti pour être candidat à l'élection présidentielle et vous ne le soutenez pas pour la présidence de votre parti. Vous lui avez préféré Bruno Retailleau. Pourquoi, tout simplement, Julien Aubert? D'abord parce que c'est pas la même élection. Une élection aux primaires, on choisit d'abord des idées. Une élection au parti, on choisit une personnalité. Par exemple, moi j'ai soutenu Bruno Le Maire en 2016 contre Nicolas Sarkozy parce que je pensais qu'il incarnait mieux un renouvellement du parti. Vous étiez tombé dans le piège macronien un petit peu. Je pensais à l'époque Bruno Le Maire c'était quelqu'un qui sortait du gouvernement Sarkozy, qui avait 10 ans de moins, et je pensais que il n'était pas en capacité d'aller à l'élection présidentielle, que Nicolas Sarkozy serait plus en capacité, mais que si Nicolas Sarkozy venait au parti, il se grillerait, il serait dans l'incapacité, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, de remporter l'élection présidentielle ou la primaire. Deuxièmement, à la primaire, j'avais le choix entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier ou Éric Ciotti. Je n'avais pas Bruno Retailleau. Donc s'il y avait eu Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, peut-être que je n'aurais pas soutenu Éric Ciotti au moment des primaires. On fait un choix par rapport à un panel de candidats. La raison profonde pour laquelle j'ai décidé de soutenir Bruno Retailleau, d'abord c'est parce que je le connais depuis 20 ans. C'est quelqu'un de simple et en même temps avec une ligne assez claire, qui n'a jamais varié et qui a quand même la capacité, alors qu'il vient plutôt du MPF, plutôt du milieu souverainiste, donc je dirais on a des combats communs, il a voté contre le traité de Lisbonne, ça compte aussi pour moi, mais en même temps de s'être fait adopter dans une terre tempérée, je parle des Pays de la Loire, et dans le Sénat, au Sénat qui n'est pas à proprement parler le temple du conservatisme et de la radicalité. Ce qui montre bien que il a une capacité, je pense, de rassemblement. Mais à la base, je dirais que c'est plus parce que je le connais depuis 20 ans. Et puis, voilà, nous avons toujours eu une forme d'affection. En 2017, quand j'avais choisi de faire venir un homme politique pour ma campagne législative, j'avais fait venir Bruno Retailleau. Donc, en réalité, pour moi, c'est assez cohérent. Éric Ciotti, je l'avais soutenu à titre personnel. Il ne m'avait rien demandé. Il l'avait appris par la presse. Il en avait été très content et je ne renie pas ce choix. Je pense que c'était le plus logique au moment des primaires. Là, c'est une autre élection et donc c'est un autre choix. On va revenir sur les détails de cette élection. Derrière cette élection, il y a quand même un spectre dont la droite, l'UMP-LR, n'arrive pas à se débarrasser depuis 10 ans. C'est celui de Nicolas Sarkozy. On a entendu que Nicolas Sarkozy avait prédit que si Bruno Retailleau était élu président du parti, le parti finirait d'exploser. C'est-à-dire qu'il incarnait une ligne tellement conservatrice que les derniers éléments modérés partiraient chez Emmanuel Macron, voire même Bruno Retailleau se ferait avaler quelque part par le zémourisme ou tenterait des liens, des ponts avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est peut-être ce que vous souhaitez, vous, après tout, Julien Aubert, de tendre des mains à d'autres formations politiques, ou est-ce que vous pensez que cette crainte est infondée? Ou cette prédiction, en tout cas, de Nicolas Sarkozy? Ni l'un ni l'autre. Quand je vous ai entendu citer un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme, j'ai pensé que vous alliez me faire le spectre du sarkozysme. Oui, d'abord... Il n'arrive pas de couteau entre les dents. D'abord, il faut rappeler que Ghostbuster, dans cette affaire, c'est plutôt Bruno Retailleau, puisque nous avons co-signé avec François-Xavier Bellamy une tribune très claire, fondatrice, qui dit « Nous ne pouvons pas bâtir quelque chose de neuf si nous ne commençons pas par faire l'inventaire des erreurs du passé, parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens refusent de nous écouter, quelles que soient nos idées, c'est d'abord parce qu'ils nous disent « Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez aux affaires ?» Donc si on ne commence pas en disant « Oui, nous avons péché, oui, nous avons fait des erreurs, oui, nous reconnaissons que, voilà, faisons un peu l'inventaire du chiraco-sarkozysme », Éric Ciotti se réclame beaucoup de Nicolas Sarkozy, un peu moins en ce moment,
Aurélien Pradier se réclame beaucoup de Jacques Chirac. Moi, je me réclame de Philippe Séguin. Mais je pense qu'à un moment donné, dans l'exercice du pouvoir, évidemment, la droite n'a pas tout bien fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la fameuse question des alliances. Alors, il y a, si vous voulez, un certain nombre de fantasmes. Avec Oser la France, vous étiez affiché avec Nicolas Dupont-Aignan, avec des personnalités hors de votre parti. Moi, oui, Oser la France. D'abord, Oser la France n'est pas un mouvement attaché aux Républicains. Il est composé de gens de gauche, de gens de Reconquête, de gens de gauche, de gens de LR, évidemment. Vous avez même des gens qui sont partis au Front National. Donc, je dirais, ça rassemble des souverainistes, des gens qui aiment la nation. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait s'ouvrir. Alors, je le fais dans les conditions que les médias m'autorisent, parce que je sais très bien qu'après on vous colle des étiquettes. Enfin, si ça ne tenait qu'à moi, j'inviterais très large, parce que voilà, un débat d'Ami Abad de Nicolas Dupont-Aignan, c'était intéressant avant. Mais je referme la parenthèse. Moi, je voudrais étrangler un poulet devant vous. Le poulet de l'Union des droites. C'est ça qui est assez drôle, c'est que il y a une conviction ancrée. On est arrivé à faire rentrer dans le cerveau reptilien des électeurs que la solution magique pour gagner, c'est l'union des droites ou c'est les alliances de partis. Bon. Prenons les choses de manière objective. D'abord, dans un système présidentiel, les choses ne se font pas par les partis. Dans un système parlementaire, oui, ce sont des coalitions. Dans un système présidentiel, c'est d'abord un candidat. C'est entre l'homme et... Oui, mais c'est le candidat. C'est parce que ça commence par une élection présidentielle. Donc, vous devez d'abord avoir un seul candidat. Si vous décidez de faire l'union, ça veut dire, au lieu d'avoir un candidat des Républicains, un candidat de Reconquête, bon. Donc, ça veut dire qu'on penserait que Marine Le Pen est la meilleure des candidates. Je suis pas persuadé. Je l'ai vu entre les deux tours. Elle s'est améliorée, mais elle m'a un peu surpris. Même en 2022, je pensais qu'elle serait bien meilleure face à Emmanuel Macron. Et puis, deuxièmement, il y a ce mythe qu'on peut additionner les électeurs. Alors qu'en réalité, ça fonctionne pas comme ça. Même si en additionnant Le Pen, Zemmour, vous arrivez à je sais pas combien, 50 et quelques, dans les faits, vous faites aussi des soustractions parce que quand vous additionnez, il y en a qui disent « Ah oui, mais moi celui-là, j'en veux pas ». Dans les faits, vous faites le même constat que Marine Le Pen et Jordan Bardella, finalement, parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ont fait l'union, mais au sein du Rassemblement National, en faisant venir des Jean-Philippe Tanguy venant de Debout la France, des Thierry Mariani, des Jean-Paul Garot. Je pense que, effectivement, de ce point de vue-là, on pense pareil. C'est-à-dire qu'elle n'est pas convaincue, je dirais. Elle considère qu'en fait, l'union se fera autour d'elle. Et je veux dire, c'est assez logique. Elle pense qu'elle est le meilleur leader. Moi, ce que je constate, c'est qu'à sa troisième élection présidentielle, et donc dire, écoutez, notre ticket de sortie, c'est Marine Le Pen, c'est parier sur une quatrième tentative. Mais si vous étiez convaincu que Marine Le Pen pouvait gagner l'élection présidentielle, ça vous poserait pas de problème majeur de la soutenir? Après, j'ai des questionnements, je dirais, d'abord, parce que moi, vous savez, si je fais l'inventaire des erreurs de la droite, c'est pas pour les reproduire à l'extérieur. Parce que bon, d'abord, je termine quand même sur tout ce qui est NUP, etc. Regardez la NUP qui explose aujourd'hui. On va y revenir. Et regardez l'UMP. L'UMP, c'était l'union des droites. Hein. Alors, pas les mêmes. Enfin, vous avez vu ce que ça a produit. C'est-à-dire qu'à débat, il y avait tout le monde. Ça allait de Alain Juppé à Thierry Mariani. Aujourd'hui, vous avez ni l'un ni l'autre. Il y a une absence de ligne, en fait. Oui, parce que plus vous élargissez les droites, plus évidemment le plus petit dénominateur commun ne tient pas de base. Maintenant, sur Marine Le Pen, je reviens à votre question. Moi, ça m'interpelle parce que ce qui m'a déçu comme électeur chiracien ou comme sarkozyste, c'est d'avoir tenu un discours avant et ensuite de ne pas l'avoir appliqué. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait le bon discours et que la personne qui soit élue, je sois convaincu qu'elle va l'appliquer. Quand Marine Le Pen dit, à un moment donné, l'euro, il faut en sortir, puis l'euro n'en sort plus, bon, moi, je n'étais pas forcément favorable à la sortie de l'euro, mais je note. La CEDH, il faut en sortir, et puis maintenant, on n'en sort plus. Je me dis, elle fait quand même des concessions sur des points qui me semblent vitaux pour la souveraineté. Donc, la première question que je me poserai, c'est, à l'exercice du pouvoir, est-ce que tout ça ne va pas s'effriter? Et puis, la deuxième chose, c'est que on peut pas être démagogique aujourd'hui. Les Français voient le pays tel qu'il est, c'est-à-dire que on est en train de couler, je dirais, sur à peu près tous les plans. Et donc, aller dire aux Français qu'on va les protéger et qu'on va faire la retraite à 60, alors maintenant c'est 62 ans, c'est faux. Ça va se terminer, si vous voulez, comme pour la sortie de l'euro, Orbi et Torbi décidé, ça va se terminer par la paupérisation des retraités. Donc, sur ces points-là, sur la crédibilité économique, j'aurais, je dirais, des doutes. Moi, j'ai pas de doute
sur là où la gauche aboie en disant « Ah mon Dieu, ce serait le fascisme, c'est terrible ». Je ne crois pas qu'au plan du régalien, des libertés publiques, Marine Le Pen soit dangereuse. D'ailleurs, si elle était dangereuse, il faudrait l'interdire, tout simplement. Voilà, et je pense qu'il y a des millions de Français qui votent pour elle, donc qu'ils n'ont pas peur. Maintenant, sur la question, est-ce qu'elle est la mieux à même de redresser ce pays? Je pense, très sincèrement, que ce n'est pas seulement une question de caractère, c'est une question de compétence. Et en fait, je dirais le bon dosage, c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale et des compétences. Nous avons beaucoup de gens qui ont des compétences aux Républicains. La colonne vertébrale, par le passé, il peut arriver qu'elle soit plus ou moins flexible. Donc il faut trouver quelqu'un qui l'est. Je pense que Bruno Retailleau en a une. Il n'est pas le seul. Et puis, voilà. Et ensuite, c'est aussi une alchimie, une rencontre. Mais ça vous ne pouvez pas le décider avant. Alors tout dépend si la colonne vertébrale appartient à un géant ou à un nain, parce que 10 ans auparavant, l'élection du patron des Républicains de l'UMP, c'était un sujet national. Alors en plus, ça avait été aidé avec la guerre Copé-Fillon qui avait feuilletonné pendant des mois. Mais néanmoins, à l'époque, le parti des Républicains de l'UMP, c'était des centaines de milliers d'adhérents. Aujourd'hui, c'est 60 000 adhérents qui vont voter. On a eu 60 000 il y a 2 semaines. 91 000. C'est remonté, 91 000. Mais voilà, on rectifie l'information. 91 000 votants, donc c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de moins par rapport à l'élection de Valérie Pécresse comme candidate à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, finalement, l'élection du patron des Républicains, c'est devenu presque anecdotique. En fait, on rappelle d'ailleurs en plus que les Républicains, à ce jour, ne dirigent plus aucune métropole. Il y a quand même des signaux qui montrent que votre parti est quand même en train de s'effondrer sur lui-même. Oui et non. Alors d'abord, je vais affirmer votre diagnostic. Il y a eu l'élection du patron du Rassemblement national. Est-ce que vous trouvez qu'on en a fait beaucoup écho? Il a quand même été au JT de TF1 le soir même, il y a quand même eu un nombre d'articles absolument... Ne vous inquiétez pas, le gagnant de la victoire des Républicains sera invité au JT de TF1. C'est-à-dire que je pense que ces élections internes, elles intéressent des gens très politisés. Les Français aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'élection présidentielle de 2027. Vous voyez, ils sont en train de regarder le problème du carburant, de l'alimentation, et vaguement, qui peut incarner demain un espoir. Mais on n'en est pas là. Premier point. Le deuxième, il ne faut pas comparer la primaire avec une élection interne. La primaire, vous choisissez le candidat à la présidence de la République. Donc naturellement, les gens ils savent que demain, dans quelques mois, la personnalité qui va sortir, elle sera peut-être présidente de la République. Bon. Et puis troisièmement, oui, nous avons disparu des métropoles, exception de la métropole de Nice, où Éric Ciotti est élu. Mais oui, alors il n'est pas maire, il est pas maire de Nice, quoi. Non, mais alors vous n'avez plus de maire à l'Assemblée nationale. Je suis un peu taquin. Oui, mais vrai, vous avez des députés et députés urbains. Vous avez député de métropole. Le seul, c'est Éric Ciotti. Mais vous avez non, c'est vrai, ça c'est un fait. Il est élu député, sa circonscription est urbaine. Oui, vous n'avez plus aucun maire de grande métropole. Je reformule si vous voulez la question. Alors nous n'avons plus aucun maire. Vous perdez en enracinement local. Ça c'est vrai. Voilà. Nous perdons dans les métropoles, c'est parfaitement vrai. Et en même temps, je serais tenté de vous dire, nous sommes le premier parti parlementaire d'opposition. C'est-à-dire quand vous additionnez les sénateurs et les députés loin devant les autres. Nous sommes le parti qui avons la main sur l'horloge du mandat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide de déposer une motion de censure, nous choisissons la dissolution. C'est-à-dire que nous avons, peut-être, avec le président de la République, nous partageons ce privilège de pouvoir choisir quand le combat va se mener. Ni le RN, ni la NUP ne le possèdent. Oui, mais c'est à votre propre détriment aussi, puisque lorsque le RN et la NUPES s'acharnaient à ne pas voter une motion de censure ensemble, vous aviez le groupe présidé par Olivier Marleix, c'était quand même assez protégé. Aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'effectivement, c'est vous qui déciderez quand est-ce que cette dissolution arrivera ou pas, et est-ce qu'on risque pas de vous le reprocher finalement. Si vous êtes un vrai groupe d'opposition, vous devez considérer que ce gouvernement n'est pas fait ne peut pas répondre aux attentes des Français, et à ce moment-là, pourquoi tarder à acter une dissolution? Est-ce que vous pensez que les gens qui nous reprochent de ne pas avoir voté la motion de confiance sont vraiment bienveillants à notre égard? Ah, ça, c'est la question à laquelle vous seul pouvez répondre. Le résultat des élections a tendance à démontrer que non. Permettez-moi de vous mettre une métaphore. Imaginons, nous sommes sous les Gaules. Vous avez Astérix là? Oui. Donc, il y a 2000 ans, Jules César a envahi la Gaule. Bon. Et nous sommes une tribu autour d'Alésia et on s'est pris une déculottée sévère, ce qui fait que nous n'avons plus de chef et que les quelques guerriers gaulois se sont regroupés en haut d'un oppidum en essayant de déterminer leur nouveau chef pour reprendre la guerre contre César. Et à ce moment-là, deux autres tribus, les Pictes et les Ostrogoths, même si c'est pas la même époque, décident de s'allier en disant « c'est le bon moment pour attaquer César ».
Donc ils vont nous trouver en haut de l'oppidum, alors que nous sommes en train de débattre sur le nouveau chef de bataille, et ils disent, les gars, nous on pense que c'est le bon moment pour attaquer. Et nous on leur dit, écoutez, on n'a plus d'épieux, on n'a plus de boucliers, on n'a plus de chef, donc désolé, mais ce tour-là, on va passer. Et on est une poignée. Et on est une poignée. Et on préfère élire notre chef, construire des lances, retrouver une stratégie, et quand on sera prêt, on va attaquer. Et là, tout le monde commence à dire, ah mais c'est pas bien, alors qu'ils nous ont tapé dessus il y a quelques mois. Hein. Bon. Je veux dire, il faut pas être stupide dans la vie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé non plus de choisir toujours la pire des options. En plus, si c'était l'intérêt du pays, mais c'est même pas l'intérêt du pays. Les Français aujourd'hui, ils ont voté au présidentiel, ils ont voté aux législatives, et on leur explique qu'il faudrait revoter 6 mois plus tard. En même temps, ils le voient bien que l'Assemblée nationale est bloquée, que le gouvernement est forcé de gouverner à plus de 49 Mais ils l'ont voulu. Tous les gens qui vous expliquaient que la proportionnelle c'était bien. Mais moi j'ai toujours été hostile à la proportionnelle. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Voilà, vous avez un Parlement très représentatif de la France d'aujourd'hui. Il se trouve que la France d'aujourd'hui, c'est un chaudron, c'est un bazar. Ben, l'Assemblée nationale est le réflexe de ce bazar. Vous croyez qu'en dissolvant, vous aurez une absence de bazar? Mais ça, je dirais, c'est une hypothèse. Qu'est-ce qui se passe si on dissout et on revient avec 20 députés LR de moins, allez, jouons contre mon camp, 20 RN de plus, 10 macroniens. On fait quoi? On redissout? Je veux dire, il n'y a qu'en France. Comment ils font les Américains? Attends, là la situation est bloquée et s'il y a dissolution, il y a une chance qu'elle se débloque. Soit pas du tout. Gouvernement prenne une majorité absolue, soit peut-être une alternance au profil après tout. Je suis pas d'accord avec vous. La NUPER perd quand même beaucoup de force. Elle n'est pas bloquée dans le sens où vous avez le 49.3. Nous avons une belle constitution qui nous a été léguée par le général de Gaulle. Ils sont capables de faire passer 2 textes. C'est pas plus mal. Au lieu, comme une oie, vous savez, quand vous faites le foie gras, de prendre le Parlement et de le bourrer pour essayer de faire du gras, eh bien peut-être qu'on va passer un peu plus de temps à examiner les textes, les débattre et avoir de bons textes. C'est pas plus mal. Donc, premièrement, la situation n'est pas bloquée. Et puis, deuxièmement, alors là, il faudrait être truc. Si on dissout, soit Emmanuel Macron retrouve une majorité. À la question, est-ce que j'ai envie, moi, en tant que député LR, qu'Emmanuel Macron retrouve tous les pouvoirs? La réponse est non. Donc cette option, je n'en veux pas. L'autre option, c'est une cohabitation. Est-ce que la cohabitation est un bon régime? Tout le monde s'accordait à dire que c'était la pire des situations, c'est bien pour ça qu'on a fait le quinquennat. Donc, si c'est pour avoir une crise institutionnelle, parce que Emmanuel Macron a déjà affaibli la France, il ne faudrait pas qu'en plus il flingue la Ve République. S'il dissout et qu'il se retrouve avec une cohabitation, lui est mort. D'accord? Parce que là, pour le coup, voilà. Donc de toute façon, c'est son dernier mandat dans tous les cas. Ah oui, non, mais là, le dernier mandat, il commence dans 2 mois. Vous êtes président de la République, on a une crise institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a un président qui a été élu qui n'aura pas pu faire ce 2e mandat. Un peu comme Chirac. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a émis la cohabitation. Sauf que Jacques Chirac, c'est son 2e mandat où il n'a pas fait grand-chose, alors qu'il avait tous les pouvoirs. Oui, oui, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait l'inventaire avec Bruno Retailleau. Voilà. Donc, moi, je crois, si vous voulez, qu'on n'est pas obligé d'être stupide. L'intérêt du pays aujourd'hui, ce serait quand même plutôt qu'on débatte, parce que c'est un peu facile, en fait. Le problème des partis politiques aujourd'hui, du RN comme de la NUP, c'est qu'ils veulent donner leurs idées, mais en aucun cas réfléchir à l'application pratique. Mais si tout le monde fait ça, jamais vous pouvez résoudre une solution. Quand on s'intéresse vraiment aux problèmes des Français, on essaie de faire un effort. On a tous des positions, on essaie de trouver quelque chose, parce que aujourd'hui, vous avez des gens qui n'arrivent plus à s'acheter des biens de première consommation, qui n'arrivent plus à s'habiller, à s'alimenter, à conduire, à se chauffer. C'est ça le problème. Donc la première responsabilité du Parlement, avant de dire c'est trop compliqué, mais comment ils font dans les autres pays? Comment ils font dans les autres pays? Comment le président des États-Unis les oppositions, que ce soit la NUPES ou le RN ou même LR, sont quand même arrivés à la présidentielle avec un programme clé en main, avec des propositions de réforme, de quoi a priori les financer. En tout cas, c'est ce qu'ils présentent comme tel. Finalement, toutes ces formations sur le papier sont aptes à gouverner un pays en soi. Je vous laisse la responsabilité douloureuse de vos propos, comme quoi la NUP serait apte à diriger ce pays. Sur le papier, parce qu'ils ont un programme, c'est pas forcément le mien. Mais vous savez, pour faire un programme, il faut un stylo, il faut une feuille de papier, tout le monde en a. Hein. Enfin, Mélenchon n'est même pas apte à gérer son parti, alors si vous voulez, la France, je ne veux même pas savoir. Donc, dans cette situation, moi ce que j'ai dit, à la limite, faisons un gouvernement d'union nationale, mais un vrai, qui va de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Les gens, vous savez, quand ils votent, réfléchissent de moins en moins aux conséquences. Moi, je crois qu'il faut réapprendre le sens de la démocratie. Vous avez voté pour des excités?
Eh bien, on va vous montrer ce que ça donne. Mais ils ont voté pour des modérés pendant très longtemps. Ils avaient même élu Nicolas Sarkozy en 2007 sur la base d'un programme fort, d'un programme que n'aurait pas renié d'ailleurs Marine Le Pen, je pense aujourd'hui, ou Nicolas Dupont-Aignan, voire Éric Zemmour. Ah, je suis pas d'accord avec vous. À peu de choses près. Je vous rappelle que Marine Le Pen, au second tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, a appelé ses électeurs à voter blanc. Bon, j'ai parlé de 2007. Mais justement, c'est parce que je pense pas qu'elle avait appelé à voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Non, forcément pas. Mais il n'avait pas appliqué son programme en 2007. D'ailleurs, la trahison du traité de Lisbonne, etc. Enfin, il y a quand même un moment donné où justement les Français ils se sont peut-être sentis trahis par cette droite ou cette gauche dite modérée, et que finalement, c'est finalement vous, le Parti Socialiste et les autres partis de gouvernement qui les ont poussés dans ces choix extrêmes. Je dis vous, pas vous, peut-être pas vous personnellement, Julien Aubert, mais... Donc il n'y aurait pas de responsabilité de l'électeur. Non, moi je crois que effectivement il y a eu des déceptions, même si Nicolas Sarkozy a fait des... Enfin, on a oublié quand même son rôle exceptionnel dans la crise, et sur la Géorgie, il a quand même été bien plus efficace qu'Emmanuel Macron en Ukraine. Donc je referme la parenthèse. Puis deuxièmement, je veux dire, c'est encore... Je vais prendre une autre métaphore. Vous avez été soigné pendant des années par votre bon vieux médecin généraliste. Bon. Et puis vous êtes aperçu qu'il n'était pas très bon. Donc là, vous devenez complètement énervé en disant vraiment tous ces médecins, vous changez, 2, 3, et ça vous plaît pas. Et donc vous commencez à aller voir des guérisseurs, des types qui n'ont pas de diplôme de médecine, en disant ça va forcément mieux aller en allant voir des gens qui n'ont pas de compétences de médecine. C'est une hypothèse. Compétences de médecine au sens de exercice du pouvoir. Moi, je crois, si vous voulez, qu'à un moment donné, il n'y a que en politique où on pense que élire le premier venu qui se présente dans la rue, statistiquement, doit faire un meilleur résultat que choisir quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on a pu évaluer sur son travail ou sur son exercice du pouvoir. Vous ne feriez jamais ça en médecine. Demain, vous avez un problème au genou, vous allez traverser la moitié de la France. Si le meilleur spécialiste du genou, il habite à Bordeaux, vous allez certainement pas ouvrir vos fenêtres, prendre le premier venu en disant « Est-ce que tu veux m'opérer du genou ?» Pourtant, quand il faut opérer la France, on décide toujours de choisir au hasard. Et c'est ce que les Français ont fait. Les Français l'ont fait avec En Marche. Les Français l'ont fait aussi avec le Rassemblement National, parce que on ne regarde pas qui on élit. On n'a peut-être plus le temps ni les moyens d'aller à Bordeaux et consulter les meilleurs spécialistes. Je poursuis la métaphore. Par contre, mais on a encore le temps d'aller regarder sur Internet. C'est pas pour dire, mais dans ma circonscription, je pesais 84% de l'activité parlementaire du département. Personne ne pouvait m'enlever le fait que je travaillais. Ils étaient très contents. Mais à la fin, celui qui a été élu n'a pas fait campagne, il voulait même pas être élu. Ça pose quand même des questions. Donc moi, je veux dire, j'ai pas d'acrimonie particulière, mais je constate qu'on n'arrivera jamais à redresser ce pays si les gens ne sont pas convaincus que la démocratie est quelque chose de sérieux et qu'il faut faire attention quand on vote. Donc là, ils ont voté de telle manière à ce que le Parlement, je dirais, ait ce reflet, on respecte la volonté des gens. Ils ont voulu ce Parlement. Les Français l'ont voulu. Et bien, ils l'ont voulu, donc essayons de faire. Et puis, c'est uniquement si à un moment donné, on est sur un blocage, une crise grave, que là, effectivement, la dissolution s'exercera. Maintenant, moi, je prends les paris avec vous. Je pense que la dissolution aura lieu en 2024. On va quand même parler d'Emmanuel Macron, puisque vous lui avez consacré un livre, c'est votre ancien camarade de l'ENA, Emmanuel le faux prophète. Finalement, vous avez été pas tendre du tout avec le premier quinquennat. Est-ce que le deuxième quinquennat sera pire, Julien Aubert? Mais quel deuxième quinquennat? Ce quinquennat qui n'a jamais commencé, finalement. Non, mais il est déjà terminé. En fait, Emmanuel Macron... D'abord, si vous reprenez mon livre, vous verrez que malheureusement, je pense avoir eu raison sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron a été un objet... Vous savez, là, encore un problème de l'époque moderne. Les gens votent pour des hommes politiques comme pour des marques de yaourt. Et à chaque fois, ils se font, pardonnez-moi l'expression, couillonner. Une petite boîte de com vous met le candidat, on vous le met dans Paris Match, on vous le met dans VSD, brutalement vous avez des bons articles, on vous explique qu'il est génial, etc. Il présente bien, il a une belle cravate, les gens votent. Sans regarder ce qu'il y a derrière. C'est ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron. Moi, j'ai lu le bouquin d'Emmanuel Macron. C'est vous qui croyez pas en la responsabilité des électeurs là? Si, non, mais je pense que... Tout le monde leur a vendu Juppé, ils ont choisi François Fillon en 2016. Oui, c'est vrai. Preuve que les électeurs des Républicains sont des électeurs bien plus responsables que d'autres. Mais effectivement, je dis attention au phénomène de communication. Parce que, comme beaucoup de mes collègues ont compris qu'en fait le fond importait peu, c'était la pub du yaourt qui comptait. Vous en avez certains qui passent 90% de leur temps à faire de la communication de yaourt. Et donc, il n'y a plus rien derrière. Et donc, vous avez beaucoup de gens
ils crantent. Vous savez, cette maladie consiste à dire tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les sondages? 80% des Français sont favorables au fait qu'il faudrait mettre des géraniums dans les mairies. Je prends une position très claire, disant que je suis pour les géraniums dans les mairies. Puis si demain, 80% des Français sont contre, je serai contre. On meurt de ça. Et Emmanuel Macron, c'est le reflet de cette époque. Il a fait un livre qui a été lancé comme une marque de yaourt où il n'y avait rien dedans. Il suffisait de le lire, c'était insipide, c'était vide. Il n'avait aucune idée, mais il avait un beau sourire. Il était dans Paris Match. Les Français l'ont élu à la faveur, je dirais, d'une affaire dont personne ne connaît exactement les tenants et aboutissants, c'est-à-dire qui a organisé ceci. Bref, il a été élu. Il avait effectivement 2-3 idées très, très classiques, en fait, de libéralisme tempéré, mode Attali. Il les a appliquées. Comme il ne connaissait pas ce pays, il s'est heurté à ce pays. Il a eu très peur. Il n'a plus rien fait. Et après, il a eu le Covid. Et ensuite, il s'est dit, c'est simple. La seule manière d'être réélu, c'est d'être face à Madame Le Pen. Donc, il a regardé. Il a trouvé que le seul candidat qui pouvait lui nuire, c'était Valérie Pécresse. Il a tapé comme un sourd. Aidé en cela, d'ailleurs, par certains de nos amis. Et puis, Valérie a fait quelques erreurs aussi. Et à la fin, les Français ont été obligés de le réélire, donc dès qu'ils sont plus sanctionnés aux législatives, ils l'ont sanctionné. Dès qu'il y avait un bouton pour sanctionner Macron, ils ont appuyé sur ce bouton. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce raisonnement, justement, Julien Weber, puisqu'on voit quand même que le vote Rassemblement National progresse, que Marine Le Pen a fait plus au second tour qu'en 2017, que Jordan Bardella a quand même le mérite d'avoir un certain crédit vis-à-vis de l'opinion. En tout cas, c'est plus l'extrême droite d'il y a 30 ans qui fait peur aux petits-enfants. Est-ce que finalement, on n'arrive pas aussi au bout de ce raisonnement? Est-ce que finalement, en 2027, face à Marine Le Pen, un Gérald Darmanin, un Édouard Philippe, ou je ne sais pas qui portera le flambeau de la majorité, est-ce qu'ils risquent pas finalement de se heurter à la fin de ce plafond de verre Peut-être. Ou pas. C'est-à-dire que on fait comme si, quelque part dans votre question, vous assumez déjà le fait qu'en fait, il n'y aurait comme solution que un héritier d'Emmanuel Macron. Alors nous parlons, c'est le scénario le plus envisageable. Tout peut changer effectivement dans les 4 ans. Je pourrais vous dire que premièrement, la gauche de la Macronie risque de s'émanciper et que suivre un Darmanin ou un Édouard Philippe, ça n'est pas certain. D'abord parce que on voit bien déjà que Territoire de Progrès a des problèmes, donc je dirais il y a un pilier plus faible. Que deuxièmement, ils sont quand même beaucoup pour la place de premier dauphin à droite, ils sont au moins 3. Donc il n'est pas certain qu'il n'y ait pas 3 morts, au sens politique, mais que cette guerre, je dirais, voilà. Parce que l'étiage d'Emmanuel Macron, c'est 23 points. Vous en perdez 5, ça fait plus un candidat de second tour. Et puis nous, rien ne dit que nous n'allons pas trouver un candidat. Nous avons Laurent Wauquiez, on a d'autres personnalités. Peut-être que si vous voulez, dans un autre contexte et une autre élection, on n'aura pas la même réponse. Parce que la fois prochaine, vous n'aurez pas Emmanuel Macron. Voilà. Et donc, tout dépend. Marine Le Pen contre, par exemple, Édouard Philippe, il n'est pas certain que ce soit Marine Le Pen qui gagne. Vous n'aurez pas le même effet de rejet par rapport à Emmanuel Macron. Il n'est pas aussi certain qu'Emmanuel Macron gagne en 2022. Moi, je pense qu'Édouard Philippe ne serait pas au second tour. Mais, mais je veux dire, voilà, enfin, tous les gens qui se disent il n'y a plus qu'à attendre 5 ans, effectivement, je ne dis pas que Marine Le Pen n'a aucune chance de remporter. Je pense qu'elle a plus de chances, mais je remarque que elle progresse, je dirais, à la vitesse d'une tortue. Et ce pays, lui, dégringole à la vitesse du lièvre. Dernière question, les petites projections de politique fiction. Il y a quand même les élections européennes et les élections municipales avant 2027. Pour les élections européennes, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous envisagez quelqu'un dans votre famille politique qui pourrait éventuellement aller affronter Jordan Bardella, la tête de liste de Reconquête, en tout cas qui pourrait se faire une place à droite? D'abord, ça va beaucoup dépendre de la personnalité du prochain président des Républicains. Moi, je crois que la question qui se posera pour le prochain président, c'est est-ce que je tire la liste des européennes ? Puisque c'est une forme de crash test pour les Républicains. Donc si on élit un nouveau président, quelque part, c'est lui qui peut-être doit prendre la foudre. On a aussi François-Xavier Bellamy, qui a, je dirais, un désir légitime aussi peut-être de venger la dernière élection. Maintenant, vous-même, un mandat de député européen, c'est une carrière, une suite de carrière, un engagement qui pourrait vous intéresser? Je n'y pense pas en me rasant. Très bien. Et 2027, vous y pensez en vous rasant? Non plus. Très bien. Merci beaucoup. Vous savez, ce que j'ai appris en politique, je pensais que vraiment que je pourrais aller à la présidence des Républicains en juin, maintenant là.
Et ça me semblait assez clair. Quand je me promenais sur le terrain, j'avais plein de gens qui me disaient « Vous êtes formidable ». J'ai fait 4000 portes avec des gens qui me disaient « On n'a jamais vu un député comme vous ». Et puis le jour de l'élection, vous apercevez qu'une personne sur deux s'est pas déplacée et que ceux qui sont déplacés n'étaient pas de cet avis. Donc je pense qu'il faut éviter de faire des projections. Et les cimetières sont pleins de gens qui se voyaient président dans 5 ans. Voilà. Merci beaucoup, Julien Aubert.